Nous allons commencer. Je m'appelle Laura Bowley et je suis la modératrice. Au nom de Polaire Canada et de Néolé, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les populations de baleines et la biodiversité de l'écosystème marin. Et nous sommes ravis de vous proposer ce webinaire en 3 langues, le français, l'anglais et l'inuktitut. La diapo qui apparaît sur votre écran vous explique où se trouve l'icône de l'interprétation. C'est une icône en forme de globe qui se trouve en bas de votre écran. Par conséquent, si quelqu'un parle en inuktitut, vous pouvez écouter la traduction en anglais et en français. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le canal anglais. Moi-même, je suis toujours sur le canal anglais, alors n'hésitez pas à cliquer dessus si telle est votre langue. Ce webinaire est le 5e d'une série qui a été lancée par Polaire au mois de mars. C'est une série de webinaires qui est basée sur le partage de connaissances. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce webinaire ou sur les webinaires à venir, vous pouvez consulter le site de Polaire. Demain, le webinaire portera sur le Canada et l'Antarctique. Pour y assister, vous pouvez vous inscrire sur Eventbrite. Le webinaire d'aujourd'hui va illustrer les points saillants d'un rapport qui va être publié un peu plus tard, au printemps. Alors, n'hésitez pas à consulter notre site et plus particulièrement le site de Polaire Canada. Le lien se trouve dans le chat. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur la page Facebook de Polaire. Vous y trouverez tous les événements à venir et les webinaires. Je souhaite remercier aujourd'hui tous ceux qui se sont joints à nous pour ce webinaire. Je prends quelques instants pour faire signe à tous les participants qui viennent du Nord, du Canada. Je reconnais la contribution qui a été apportée, qui est encore apportée aujourd'hui par les autochtones qui partagent avec nous leurs compétences et leurs connaissances. Et nous reconnaissons que beaucoup de mal a été fait de par le passé et encore beaucoup d'efforts sont nécessaires pour arriver à une véritable réconciliation. Nous avons l'obligation d'apprendre, d'écouter, d'être inclusif et de respecter nos engagements. Et aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants de pouvoir organiser ce webinaire pour partager nos connaissances. Cela nous permettra d'améliorer notre travail et cela grâce à l'incorporation du savoir des autochtones. Et maintenant, je me tourne vers l'aîné Timothée qui va nous faire quelques remarques d'introduction et nous citer une prière. Je vais vous dire une prière pour ouvrir cette séance. Bonjour, Seigneur, merci de nous avoir donné un autre jour, un jour de plus à vivre sur cette planète. J'espère que nous aurons une bonne journée, une année prospère et que ce webinaire va bien se passer. Je sais que notre travail peut parfois être difficile. Protège nos avions, protège notre région, mais protège nos avions car ils sont vitaux sont cruciaux pour notre communauté. Merci pour ce partage de connaissances qui advient tous les jours et plus particulièrement lors de ce webinaire. Nous prions pour tous et toutes où qu'ils et elles se trouvent dans le monde. Nous te demandons de mettre fin à leur souffrance au nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Tim, aussi pour ces paroles très sages et pour avoir ouvert tous les webinaires de la série ces dernières semaines.
Et maintenant, je me tourne vers le docteur John Nightingale, qui est un membre du conseil d'administration de Polaire Canada. C'est l'ancien PDG et directeur de Oceanwise. Le docteur Nightingale va nous faire quelques remarques d'introduction. Bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je pense que cette série de webinaires est merveilleuse. Elle est non seulement nécessaire, mais c'est exactement ce que notre organisation, notre agence devrait faire. J'ai une petite histoire à vous raconter. Cela fait longtemps que je fais partie du conseil d'administration. Et lorsque la commission de Polaire a été recréée, on lui a donné un nouveau nom qui reposait sur l'ancienne station de l'extrême arctique. Alors on lui a donné le nom d'un objet physique. On s'est dit que ça n'allait pas. On s'est dit au contraire qu'on devait se reposer, se tourner vers la mission de l'agence, qui était donc axée sur les connaissances. Donc, nous en avons longtemps discuté, mais nous avons décidé que le nom de cette organisation serait Savoir Polaire. Et voilà pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui, parce que cela fait longtemps que je plaide en faveur d'une conversation élargie avec les membres de la communauté. Et tout cela repose sur de l'observation sur le terrain, mais aussi sur les données scientifiques, sur le savoir traditionnel. Savoir Polaire est, je pense, la plus petite agence fédérale du gouvernement, je vous le dis, mais je ne suis pas sûre à 100% que ce soit la vérité. Quoi qu'il en soit, cette agence n'est pas grande. Nous nous basons sur les sciences et nous concernons l'ensemble du territoire canadien. Par conséquent, ces webinaires qui visent à échanger des connaissances sont, je pense, un excellent point de départ pour ce que Savoir Polaire peut et va faire à l'avenir. En effet, les connaissances, elles ne sont pas données par un scientifique à travers ses instruments et son microscope. Ce savoir, il nous est donné également par toutes ces populations qui vivent dans le Nord, qui peuvent nous dire ce qui a changé, ce qui est en train de changer et ce qui continuera à changer à l'avenir. Nous abordons des thèmes très complexes. Par conséquent, des webinaires de ce type qui favorisent la communication, une communication élargie sont cruciaux. Il y a des générations et des générations d'Autochtones qui vivent sur ces territoires et cela, nous devons le mettre au centre de notre observation pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui et prédire ce qui va se passer à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler des baleines, de la population des baleines et des écosystèmes marins. Et on dit toujours qu'il y a plus d'eau que de terre, donc il y a plus d'écosystèmes où les mammifères marins peuvent évoluer, mais il y a aussi la terre ferme. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème très important, mais si nos océans vont bien, les territoires, la terre vont aller bien aussi. Voilà pourquoi il est important d'aborder le thème d'aujourd'hui. Je suis heureuse d'être avec vous et j'ai hâte d'entendre ce que vous allez vous dire. Je vous remercie, je suis ravie, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la part de Savoir Polaire. Merci. Merci beaucoup, Dr Nightingale, et merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations sur Savoir Polaire. Merci beaucoup de nous avoir dit plus sur l'échange de connaissances de manière générale et dans le cadre de Polaire. Aujourd'hui, vous allez écouter une discussion qui repose sur des questions thématiques. Ces questions thématiques sont à la base du rapport sur la population des baleines et les écosystèmes marins qui sera publié dans quelques semaines. Vous vous demandez peut-être d'où viennent ces questions.
Eh bien, sachez qu'elles proviennent d'un atelier, un atelier de planification et d'échange de connaissances qui a eu lieu en mars 2020 dans la station de recherche de l'extrême Arctique. Les recherches qui sont à la base du rapport ont été co-menées. Ce rapport a été co-élaboré en ligne à travers plusieurs mois et je pense qu'il est logique que nous revenions sur ces questions thématiques qui sont à la base de l'atelier. Des questions qui vont être abordées, qui ont été abordées par les membres de la communauté et des scientifiques. Et nous allons discuter de ces questions aujourd'hui avec des scientifiques qui ont participé à l'élaboration du rapport et avec des détenteurs de savoirs autochtones. Vous allez écouter, vous allez découvrir ces questions. Ces questions vont peut-être vous inspirer d'autres questions. Par conséquent, nous vous invitons à insérez vos questions dans la fonction questions-réponses de Zoom. Je vais vous montrer où vous pouvez trouver cette icône, l'icône questions-réponses sur l'outil Zoom. Voici la diapo. Pour accéder à la fonction questions-réponses, il vous suffit de cliquer sur cette icône en bas de votre écran. Insérez votre question dans cet outil. Sinon, vous pouvez également nous faire parvenir vos questions dans le chat. Nous ferons notre mieux pour répondre à vos questions aujourd'hui. Si nous n'y parvenons pas, vos questions seront toutes transmises à Savoir Polaire et nous y répondrons par différents moyens. Avant de commencer, j'invite nos intervenants ainsi que tous les membres du public à faire deux choses. Tout d'abord, je vous invite à accepter le silence. Aujourd'hui, vous allez assister à une discussion plus qu'à une présentation. Il va y avoir des silences. Cela nous donnera l'opportunité de remettre de l'ordre dans nos pensées. D'autre part, vous avez une fonction question-réponse qui est à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser. Et maintenant, je me tourne vers nos intervenants. Je les invite à allumer leur caméra. Et je vous invite tous à nous dire votre nom et l'endroit où vous vous trouvez. Je vais suivre l'ordre d'apparition sur mon écran et c'est Johnny le premier. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Johnny Lenny. Je suis chasseur à Inuvialuit. Si vous ne connaissez pas cette région, c'est à l'est du Canada. Merci. Merci, Johnny. Je passe la parole à Niola. Avec qui vous trouvez-vous, Niola, aujourd'hui? Bonsoir. Je suis avec l'organisation des chasseurs et des trappeurs. Je m'appelle Akurujo et aujourd'hui je vais participer à cette discussion. Je viens de Kimurut. Nous faisons partie de l'organisation des chasseurs et trappeurs. Timothée et Iva, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Iva, je viens Kamanita. Je suis une nouvelle membre. C'est la première fois que j'assiste à ces webinaires. Je m'appelle Timothy, je fais partie de l'organisation des chasseurs et des trappeurs. Et cela fait déjà 2 ans. Et je vais continuer d'en faire partie pendant encore 1 an et je m'arrête là. Merci. Je passe la parole à Steven. Bonsoir. Bonjour, où que vous soyez. Je m'appelle Steven Lansdale.
Ma mère vient de Palourdes, mais j'ai grandi à Inuvialuit. Je travaille avec le comité de gestion du Nunavut et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci de votre accueil. Norman, pouvez-vous allumer votre micro et nous dire où vous vous trouvez? Votre micro est éteint. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Norman Mike. Voici Bill Holiday, qui est l'un des auteurs du rapport. Bill, peux-tu nous en dire plus sur toi et sur l'endroit où tu te trouves? Je m'appelle Bill Holiday et je me trouve en Colombie-Britannique. Valeria. Je travaille pour la Fondation de conservation des côtes. Et enfin, Laurie. Bonjour, je suis ravie de vous voir. Je m'appelle Loïs. Je suis biologiste. Je travaille dans le nord du Canada, dans la partie occidentale de l'Arctique, depuis plus de 30 ans. Et maintenant, je fais partie du conseil de co-gestion de l'Arctique du Canada et nous travaillons en collaboration avec Inuvialuit pour faire des activités de recherche et de surveillance des mammifères dans l'Arctique. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur l'écran. Je suis aussi surprise de voir des interprètes. Merci beaucoup. Merci, Louise. Sam, vous êtes l'un des auteurs du rapport, alors je vais vous demander de vous présenter si vous le souhaitez. Ah oui, je ne pense pas que vous me donnez pas le choix. Je m'appelle Samantha Macbeth. Je fais partie de Savoir Polaire. Je me trouve à Cambridge Bay dans le Nunavut. Il fait très beau. J'ai travaillé dans la biologie côtière. D'ailleurs, j'ai contribué à certaines parties du rapport, notamment pour ce qui est du côté politique. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler des populations de baleines, des changements qui se sont manifestés. Nous allons parler également de l'importance des baleines pour la nourriture des communautés locales. Mais avant de commencer, je souhaitais me tourner vers les détenteurs du savoir autochtone. Pouvez-vous nous en dire plus sur les populations de baleines dans votre région? Avez-vous remarqué des changements? Je vous invite à lever la main, votre main physique sur votre écran ou bien, oui, vous pouvez lever votre main avec votre caméra allumée. Norman, merci. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est Norman? Je vais m'exprimer en inuktitut. Alors, je vais vous parler de mon expérience. Je viens de Panactor. Et chez nous, il y a des belugas de population
Une espèce provient du troupeau de la baie d'Hudson. C'est de là que viennent les belugas que l'on connaît. Et puis, il y a aussi une espèce locale dans le détroit du Cumberland. C'est une espèce du Nunata en Inuktitut. Et ça se situe au nord. On sait qu'il existe un espace de reproduction et c'est un espace à la fois de reproduction et un espace ou de mise bas. En hiver, même lorsque la glace se forme, il y a beaucoup de baleines dans ce coin. Les belugas de la baie d'Hudson, on en entend parler aussi, il y en a beaucoup ici. En tout cas, on a un quota de 40 baleines pour le détroit de Cumberland. On a également un quota de pêche. Nous ne pouvons pas chasser en fait les belugas. Une politique a été adoptée dans les années 70, donc avant même ma naissance. Mais en tout cas, on respecte la loi pour respecter l'océan. Alors pendant les mois d'été, on essaye d'attraper, de prendre les belugas. Et on sait qu'il y a une limite qui a été fixée. On ne peut pas dépasser cette limite. On n'a pas le droit d'aller attraper des baleines au-delà de cette limite en raison des politiques qui ont été adoptées. Si on voit, pour les narvals, nous n'avons pas de quota. Donc, on peut attraper des narvals, y compris dans cette zone de non-pêche, parce qu'aucun quota n'a été défini pour cette espèce. Les mâles sont plus grands, des baleines très importantes. Alors, viennent de temps en temps, mais la plupart du temps, ce sont les individus plus petits que l'on voit par chez nous. Et puis, la couleur au bout de leur nageoire est un petit peu plus sombre. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Pendant l'hiver, on essaie de récolter quand même des baleines parce que notre sécurité alimentaire, elle dépend des baleines. Donc, il y a la chasse à la baleine boréale. Voilà, c'est une variété qui existe par chez nous. Voilà, mais je vais être bref. On a un quota de 43 individus pour cette espèce et ce quota, il peut être partagé entre tous les membres de la communauté. Voilà pour la pêche. Donc, les pêcheurs, les récolteurs, ils ne font pas n'importe quoi, ils respectent les quotas. Ils respectent la loi. Moi, c'est comme ça également que j'ai été éduquée. J'ai grandi dans un système où il y avait des quotas. L'essentiel, c'est de faire en sorte que chacun, chacune ait suffisamment à manger. On récupère aussi la peau, la graisse. Voilà, l'idée, c'est qu'il y en ait suffisamment. Et je vais m'arrêter là, merci. Alors, à Kulujak et à Kigo, avez-vous des baleines par chez vous?
Alors, dans la région de Kimrout, on n'en voit pas beaucoup. Plutôt vers la fin de l'été, il arrive que quelqu'un attrape une baleine. Mais même en été, il n'y en a pas beaucoup. Ils ne viennent pas souvent jusqu'à la baie de Kimrout. Mais avant, là, on avait l'avant-poste pour passer l'hiver là-bas. Et à cette époque-là, à cet endroit, il y avait beaucoup, beaucoup de baleines. Mais c'était un peu loin de Kimrout. C'était à plusieurs kilomètres de Kimrout. Mais ici, il n'y a pas de zone de reproduction. En tout cas, pas de zone de reproduction dont on ait connaissance ici. Non, parfois on les voit, mais c'est tout. On les aperçoit. Alors avant, mon père vivait donc dans cet avant-poste dont j'ai parlé et on n'avait pas de quota. Mais il n'y a pas de zone de reproduction pour ces baleines dans cette région. On sait que en mars, en avril, les baleines migrent, mais souvent elles ne sont pas très nombreuses. Voilà, et le son a été coupé. Il semblerait que la connexion soit figée. Je me tourne vers Loé, c'est Valéria. Pourriez-vous nous dire où se trouvent les différentes populations de baleines et ce qui a un impact sur les populations de baleines? Ah, de manière générale, vous voulez dire? Oui. Alors, moi, je suis basée dans l'ouest de l'Arctique et c'est là que l'on voit le plus d'effets. Alors là, je parle du cumul des observations de l'IQ et des observations scientifiques. On voit que la glace est de plus en plus fine au printemps. On a eu une réunion avec des chasseurs et ils ont remarqué aussi que les baleines, quand elles arrivent, elles sont plus fines, plus minces. Et donc, la tendance, c'est de les récolter plus tard dans la saison, après qu'elles ont récupéré un peu de poids. Donc, les mêmes observations ont été faites. Un autre changement qui a été constaté et dont on a discuté avec ces chasseurs, c'est que les baleines, elles étaient aperçues à différents endroits, plus loin, à plus grande distance de Holakoktok. Donc, leur zone de déplacement est plus importante et cela a un impact sur euh, la chasse. Les baleines sont plus minces, leur zone de déplacement est plus grande. Et puis, pour ce qui est des jeunes aussi, le dénombrement des jeunes est étudié. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a également des modifications des écosystèmes, de l'alimentation qui font que les baleines perdent du poids. Mais il semblerait que les populations soient plus nombreuses, en tout cas pour ce qui est du beluga et de la baleine boréale. Merci. Pardon, Johnny aimerait intervenir. Il vient de la même région. Vous avez la parole, Johnny. Merci.
Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Lois. Le beluga de l'Est, il n'y a aucun problème au niveau de la population de cette espèce. On voit plus de 100 individus chaque année dans notre région. Et les chiffres sont stables depuis que je suis née, en tout cas. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de quota. Alors, quand j'étais petit, avant même la naissance de Loïs, on disait que pendant plusieurs étés de suite, il n'y avait pas beaucoup de baleines et donc on avait envisagé d'imposer des quotas dans notre région. Les aînés s'y sont opposés, ils ont dit que c'était normal et effectivement, quelques années plus tard, les baleines étaient de retour dans l'estuaire de Mackenzie. Elles étaient très nombreuses et elles sont restées nombreuses depuis. Et depuis, on n'a plus reparlé de quotas dans notre région. Donc, de toute façon, on récolte uniquement ce dont on a besoin, comme l'a dit Norman. On ne récolte que ce dont on a besoin. D'ailleurs, on récolte moins que quand j'étais petit. Avant, il y a 30 ans, on récoltait peut-être 200 baleines par an. Aujourd'hui, c'est 100 à peu près. Alors, je n'ai pas vu d'orques, mais en tout cas, on a un mot pour les désigner, donc quelqu'un a bien dû en voir un jour. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure des nouvelles espèces, des nouvelles baleines ou d'autres espèces marines qui sont aperçues dans des régions et qui n'y étaient pas auparavant. Mais avant de passer à cette question, je voulais me tourner vers Valéria. Alors, nous avons une superbe infographie qui montre tout ce qui a un impact sur les populations de baleines et autres espèces marines. Est-ce qu'on pourrait montrer l'infographie, s'il vous plaît, et est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un petit peu, s'il vous plaît? Alors, j'adore cette infographie. Je ne sais pas si je vais la suivre précisément, mais aujourd'hui, on parle des changements qui se produisent dans l'Arctique, une région où la glace est un élément clé de l'écosystème. C'est l'élément central de l'écosystème. Et on sait que maintenant, la glace se forme plus tard dans l'année, elle fond plus tôt. La qualité, la distribution de cette glace de mer, elle change. Et ces changements de la glace de mer ont un impact important sur les espèces qui dépendent de la glace. Par exemple, les morses, les ours polaires sont certaines des espèces les plus associées à cette glace, mais il y a également les belugas. Donc, la glace, elle a un effet sur toute la chaîne alimentaire. Elle a un effet sur les nutriments, l'énergie auxquels ont accès les mammifères marins. Elle a un effet, par exemple, sur les algues, sur les algues dont se nourrit le zooplancton, dont se nourrissent des poissons et d'autres espèces marines. Donc, cela a un impact sur les proies, notamment du beluga, parce qu'elle a un impact sur le cabillaud. Donc, le beluga doit parfois changer sa proie de choix. Il y a également l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes, l'apparition de parasites, de maladies, la concurrence pour l'alimentation. Et puis, je vais vous parler également un peu de mon domaine d'expertise, à savoir la communication des belugas. Moi, j'étudie les belugas depuis des années. Alors non,
seulement dans l'Arctique, mais également ailleurs, parce que même s'ils sont situés dans le nord de l'Arctique, ils ont tendance également à migrer vers le sud euh, de la région, jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Et en fait, donc il y a un changement dans l'abondance et la distribution de la glace de mer. Il y a une augmentation du trafic maritime, de l'exploration en mer, et tout ceci a un impact sur les populations de belugas parce que cela produit du bruit, de la pollution, cela produit du bruit sous la mer et cela peut amener les belugas en fait à abandonner leurs habitats préférés, à changer d'activité, à se déplacer. Et en fait, on voit que cela a également un impact sur la communication entre les mères et leurs petits. Ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas en mesure des fois de s'entendre et parfois, si les espèces, si les individus décident de partir d'une région, cela peut avoir un impact sur la sécurité alimentaire des communautés locales. Il n'y a plus la possibilité de chasser ces espèces. Merci beaucoup, Valéria. Il y avait une question sur l'infographie et si celle-ci sera disponible. Alors oui, cette infographie sera disponible dans le rapport qui sera publié dans le cadre de l'ACALIAT un peu plus tard au printemps. Donc on ne peut pas la diffuser tout de suite, mais vous y aurez accès un petit peu plus tard. Alors, je me demandais si Kengles aurait une question au sujet des impacts sur les populations de baleines ou sur les autres mammifères marins. Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser aux auteurs et autrices du rapport? Bien. Vous avez la parole. À vous la parole. Je souhaitais juste ajouter, lorsque j'étais jeune et plus particulièrement adolescente, je sais qu'il y avait plus de baleines. Lorsque mon père était encore vivant, et il y a 15 ans, pendant les mois d'hiver, il n'y avait aucun problème relevé au niveau des mammifères et plus particulièrement des baleines. Vous savez que on s'en nourrit et vous savez que l'ensemble, nous utilisons l'ensemble du corps de ce mammifère et très souvent, lorsque l'on attrape une baleine, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se précipitent sur l'animal pour pouvoir prendre les différentes parties de son corps et pouvoir vraiment partir avec le plus possible. C'est quelque chose qui arrive souvent. Par conséquent, il n'y a pas de gaspillage de nourriture. Je sais, bien sûr que, le contenu de l'estomac n'est pas toujours collecté. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je me demande si, mes compagnes ici, ont quelque chose à ajouter.
Pour moi, il y a différents stocks de baleines. Je ne suis pas chasseuse, mais j'ai accompagné des chasseurs dans leurs expéditions. Alors, je peux quand même partager mon expérience avec vous. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous commençons à remarquer une différence. Il y a moins de mammifères capturés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Mais revenons sur les orques, Johnny. Vous nous avez dit qu'il y avait peut-être un rapport avec les orques, qu'il y avait un nom spécifique que vous avez cité. Est-ce que il y avait une diapo précise que nous pouvions partager? Bill, est-ce que vous pouvez la partager? Oui, la plupart de mes recherches ont été effectuées dans le Nunavut. Nous avons des bateaux avec des systèmes d'enregistrement qui écoutent les orques et nous en avons vu une en 2015. Et donc, il y a une étude qui a été réalisée et pour ce faire, il y a eu donc quelqu'un, un chercheur qui a fait des entretiens avec des autochtones, la communauté locale, plutôt les communautés locales. Et donc, durant ces entretiens, le chercheur a demandé aux communautés si elles avaient vu des orques. Et ce qui leur ressort, c'est qu'il n'y a eu que très peu d'orques observés de manière générale, depuis 1950, les gens qui ont été interviewés se rappellent d'avoir vu une ou deux orques au cours de leur vie. Et donc ça, ils avaient que très peu de souvenirs des orques, on va dire. Donc, et en Alaska, on voit la même population d'orques. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'orques qui se dirigent vers l'Alaska, qui passent de plus en plus de temps là-bas. Et on a de plus en plus de nouvelles d'orques qui attaquent d'autres mammifères. Donc, il est possible qu'il y ait eu une augmentation, notamment parce qu'il y a de moins en moins de glace de mer pendant l'été. Alors, pour ce qui est du Nunavut, tout est différent. On voit l'activité des orques a augmenté. Les orques viennent chasser des belugas, des baleines boréales. Les belugas et les baleines boréales essaient par tous les moyens d'éviter les orques qui représentent une menace pour la population. Donc les tendances sont différentes selon les endroits, mais il y a en effet une augmentation des orques. Je m'arrête là. Loïs a levé la main. Merci. Est-ce que vous parlez de toutes les espèces ou juste des orques? Parce qu'il y a récemment, nous avons remarqué qu'il y avait une recrudescence d'autres espèces, mais pas d'orques. Je me demandais d'abord s'il y avait des questions pour Bill, peut-être de la part de Johnny. Ensuite, nous reviendrons vers vous, Loïs. Je n'ai pas de questions, mais je souhaitais vous corriger. Je me corriger. Alors, je n'ai pas observé, je n'ai pas vu d'orques au cours de ma vie, mais nous donnons aux orques un nom
spécifique pour les orques, en inuit, ce qui signifie que les orques existent depuis longtemps. Timothée, à vous. Comment s'appellent les orques en Inuit? C'est similaire au dialecte inuit. On appelle les orques Achluk. Nous utilisons presque le même mot. Norman, à vous la parole. Merci. Nous les appelons également Arluk. Et nous en voyons plus qu'avant. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, et j'ai des photos de l'endroit où je vis. Il y a un endroit que l'on appelle l'endroit où les orques étaient récoltés. Et donc, dans ma région, lorsque j'étais jeune, on tuait les orques. Il y avait donc certaines populations de baleines étaient très réduites. Elles étaient décimées par les orques. Et l'on voit de plus en plus d'orques dans notre région. Il y en a de plus en plus d'année en année. Nous utilisons le mot Kuktikagullit. Il y a beaucoup de photos sur Facebook. Des gens ont publié des photos de l'été dernier. Et il n'y a pas eu de pêche. Il n'y a pas eu de chasse. Je me tourne vers Loïs, peut-être que cela correspond à ce que vous pensiez, mais nous avons une question du public. Les saumons se déplacent vers l'est de l'Arctique. La vie de la faune est en train de changer. On en a parlé au cours du webinaire sur l'ombre chevalier. C'était en 2019 et il y a eu vraiment beaucoup de saumons, des 5 espèces de saumons, et ce sont les chasseurs de la communauté d'Inuvialuit qui les chassaient, qui donc recueillaient des échantillons, et il y avait cette préoccupation que cette tendance continue et que le saumon vienne concurrencer l'omble chevalier et d'autres espèces. Donc c'est un événement de relief, mais la tendance ne s'est pas répétée l'année d'après. Il y a eu juste cette recrudescence de saumon en 2019. Il y a eu vraiment énormément de saumons qui ont été capturés dans notre région. Je ne pense pas que nous en avons fini puisque une nouvelle année va venir. Par conséquent, en 2019 et en 2020, les pêcheurs nous ont dit que l'on voyait moins de phoques près des côtes, et ils nous ont également fait parvenir ils ont cité d'autres changements. D'ailleurs, j'ai une brève liste, puisque apparemment, on voit de plus en plus de baleines grises.
Bien sûr, tout est relatif. Il n'y a pas beaucoup de recherches, de documents exacts pour venir documenter ces observations, mais ce type de baleine n'était vu que très rarement auparavant. Et la semaine dernière, on nous a dit qu'il y avait des groupes d'une autre espèce qui ont été identifiés dans une autre région, qu'il y avait une autre espèce de phoque qui a été vue dans l'ouest de l'Arctique. Alors peut-être que c'était un phoque égaré. Alors ces phoques, nous effectuons un suivi de ces animaux. Et les chasseurs ont des difficultés pour donc capturer, faire des observations rapides et les faire parvenir parce que le gouvernement, lui, les échantillons sont peut-être envoyés très rapidement par les chasseurs, mais la réponse du gouvernement sera très lente puisqu'il y a des analyses à effectuer. Et l'été dernier, des baleines noires ont été observées dans un endroit inhabituel. Mais je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses pour ce qui est des changements qui s'opèrent au niveau des espèces sauvages. J'ai vu une question dans la section questions-réponses de Myriam Marcoux, qui était l'une des autrices du rapport. Cette question, je devrais la retrouver dans le cadre questions et réponses. Alors, je me tourne vers Norman, qui a parlé des orques. Norman a dit... Norman, est-ce que vous pouvez en fait me le dire? Comment est-ce qu'on prononce cela? Qu'on les appelle des baleines à petites nageoires ou plutôt des minke whales en anglais, des rorquals. Est-ce que c'est le terme juste, Norman? Nous les appelons tikagouliques. Ce sont peut-être des rorquals. Durant la dernière réunion avec la station de recherche de l'extrême Arctique, nous avons, depuis cette dernière réunion, nous avons commencé à avoir des harengs, des capelans. Et ces 10 dernières années, nous ne voyons pas des rorquals ou quel que soit le terme que vous utilisez pour... Nous n'en avons pas vu beaucoup, mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas peur de nous. Ils ont l'air très bons. Ils ont l'air d'avoir un très bon coup, mais nous ne les avons jamais chassés. Nous nous nourrissons des stocks, d'autres stocks de poissons, mais nous savons que cette espèce, le tikagoulouk, est différente. Tikagoulic, c'est le rorqual. Timothée, souhaitez-vous dire quelque chose? Oui, pour moi, l'arlouk et le tikaulik. Arlouk, pour moi, c'est l'orque et le rorqual, c'est l'autre. À Baker Lake, on voyait beaucoup de baleines normales.
Mais nous savons que de temps en temps, les chasseurs avaient du mal à distinguer les orques et les bélugas. Et les bélugas blancs ont peur des orques qui viennent dans la région de Baker Lake. Vous le savez, c'est un grand lac, mais le chemin pour y parvenir est assez étroit, donc les bélugas ont peur et dès qu'ils voient un orque, ils veulent à tout prix s'en éloigner. Et les jeunes commencent à en voir de plus en plus lorsqu'ils sortent. Les orques et les bélugas blancs sont là et on commence à voir un changement de comportement. Ce sont les orques qui provoquent ces changements. Comme vous savez, les eaux du lac où nous trouvons sont uniques et je pense que ces changements ne sont pas seulement dus aux orques. On voit également davantage de poissons blancs. J'ai l'impression que les orques suivent les poissons blancs. Ils sont peut-être attirés par les poissons blancs. Et ça, c'était juste un exemple des changements que nous observons. Il y a des grands changements. Comme vous le savez, une fois que les bélugas ont peur des orques, dès qu'ils les voient, ils prennent peur, ils ne veulent plus rester à Baker Lake. Et désormais, les jeunes ne vont pas voir les différentes espèces de baleines se comporter de la même façon. Il va y avoir, puisque ces espèces vont devoir s'adapter au changement climatique. Alors, vous savez, l'été, chez nous, ce n'est pas une longue saison. Il va falloir donc changer la façon dont nous sortons, faire attention aux espèces invasives, faire attention aux orques. Ce ne sont pas de gentils bisounours, donc il va falloir faire attention. D'autre part, les orques viennent vers nous en été. Alors voilà, c'était mon commentaire. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Alors, Timothy a parlé des adaptations, des changements liés aux changements dans les populations de baleines et d'autres espèces. Alors, je me demande si les détenteurs, détentrices de savoir autochtones pourraient nous parler de l'importance des baleines vis-à-vis de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance de vos communautés. Quel est le rôle des baleines pour vos moyens d'existence et votre sécurité alimentaire? Pour ce qui est de Baker Lake, oui, elles ont un rôle important. Norman, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Donc, je vais m'exprimer en inuktitut.
Il n'y a pas d'interprétation en anglais. L'interprète s'excuse, mais il n'y a pas d'interprétation en anglais, donc je ne peux pas interpréter vers le français. Alors, pour garantir notre sécurité alimentaire, nous avons un quota de 40 baleines et nous utilisons toute la viande, nous la congelons, nous la faisons sécher, nous faisons en sorte que l'on puisse consommer cette viande de baleine toute l'année, car il en va de la tradition inuite. Donc, la chasse traditionnelle à la baleine, la façon dont nous préparons la chair de baleine. Lorsque nous devons, chasser une baleine, assez importante, nous utilisons, une carabine 375 HH. En tout cas, pour ce qui est de l'importance de la baleine vis-à-vis de notre culture, eh bien, oui, c'est une espèce qui, garantit notre sécurité alimentaire. Alors, nous essayons de conserver également la graisse de baleine, qui est une véritable délicatesse culinaire. Nous continuons de la consommer car cela est un aspect clé de notre tradition gastronomique. Donc oui, aujourd'hui encore, la baleine est très importante dans notre vie. Elle est très importante notamment pour les aînés. Elle fait partie intégrante de notre vie. Dans nos eaux, toute l'année, on voit passer différentes espèces de baleines. Donc oui, on continue à les chasser. Merci. Merci. Donc, les baleines sont très importantes pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des communautés du Nord. Partant de là, selon vous, comment pouvons-nous protéger ces populations de baleines? Et je me tourne en priorité vers les détenteurs et détentrices de savoirs autochtones et ensuite peut-être que les scientifiques peuvent également rebondir sur la question. Steven? Merci. En fait, je vais bientôt devoir vous quitter, donc je souhaitais au moins pouvoir intervenir une fois avant de partir. Alors, selon moi, ce qu'il faut faire, c'est déjà organiser plus de discussions comme celle-ci. C'est un nouveau
format que celui-ci, mais je suis impressionnée de la qualité du dialogue. Et pour moi, des événements comme celui-ci, ce sont vraiment des outils clés. Je me rappelle d'un groupe avec qui j'ai travaillé. Et quelqu'un avait dit que les baleines viennent chez nous parce que c'est calme. Et c'est un savoir qui s'appuie sur des milliers d'années d'observation, de transmission. Et aujourd'hui, il n'y a plus de calme. Il y a des activités humaines, il y a du trafic maritime. Et dans cette discussion que l'on a eue avec notamment des aînés, on a essayé de réfléchir à des mesures d'atténuation des impacts du trafic maritime ou d'autres activités humaines qui génèrent du bruit. Mais on a eu des difficultés à approfondir, à prolonger la conversation parce que tout le monde n'était pas forcément en fait, c'était déjà un peu trop tard. Le problème, c'est qu'on parle de résoudre un problème une fois que le problème est déjà là, en vrai. Et il faudrait, essayer de parler de la cause du problème, dire, quelle est, la raison de cette augmentation du trafic maritime. Il ne s'agit pas juste de remédier aux conséquences. Voilà, donc j'ai repensé à cette remarque que quelqu'un a fait, du fait que les baleines viennent ici parce que c'est calme. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que on puisse, aborder toutes ces questions, aller au cœur du problème, plutôt que de parler de mesures d'atténuation? Merci. Est-ce que quelqu'un de l'équipe, du rapport souhaite répondre? Souhaite rebondir sur ce qu'a dit Steven? Je veux bien, dit Bill. Alors, moi, mes travaux, ils portent justement sur les bruits générés par, les bateaux et l'impact sur, les espèces marines. Et puis, je travaille aussi sur des mesures d'atténuation via la modélisation, voir quel type de mesures peuvent être mises en place. Les baleines vont dans l'Arctique parce que c'est calme et parce qu'elles sont habituées, à s'y rendre depuis des milliers d'années et elles ont du mal à s'adapter à cette augmentation rapide du bruit. Et parfois, certains belugas migrent à plus de 50 kilomètres de là où ils sont habitués à aller. C'est très loin, mais c'est ce qui leur permet d'être au calme. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut, réduire, les bruits générés par, l'industrie, par les activités humaines, permettre aux populations de baleines de continuer à vivre comme elles l'ont toujours fait. Peut-être, délimiter des zones sensibles, faire en sorte que les bateaux génèrent moins de bruit. Voilà, ce sont des voies possibles, mais en tout cas, il y a beaucoup à faire au niveau local. Les communautés peuvent également réfléchir au type de mesures qui sont adaptées et essayer de faire en sorte que le gouvernement écoute leurs suggestions et passe à l'action en définissant, par exemple, les trajectoires, les routes maritimes. Et il y a beaucoup d'initiatives dans la région sud de l'Inuvialut et il y a les pêches canadiennes qui travaillent avec différentes institutions. Et il y a une initiative collaborative, qui est à base d'une carte qui permet d'identifier en fait, différentes populations de baleines, notamment des baleines boréales et d'émettre des recommandations de routes maritimes à privilégier pour les bateaux, avec des recommandations notamment de vitesse
de navigation. Donc, inciter les bateaux à naviguer plus lentement, selon certaines voies maritimes. Et puis maintenant, il s'agit de voir si les bateaux respectent ces mesures volontaires. En tout cas, c'était vraiment super de voir différents conseils d'organisation travailler en collaboration avec une instance gouvernementale. Et oui, je vais m'arrêter là. Merci. Steven a levé la main. Dernière remarque, et ensuite je vous quitte. Je pense qu'il faut également établir des normes inuites dans les travaux d'évaluation environnementale, dans la détermination de mesures d'atténuation. Après tout, cela s'appuie sur le fait que l'on a moins d'empreintes, moins d'impact sur l'environnement et sur les populations animales. Un chasseur du Resolute m'a dit que la chasse au beluga en fait, lui, il reste à un poste de chasse et attend que les belugas passent. Et puis, apparemment, une étude a dit que les belugas allaient être gênés par le trafic maritime, mais qu'en l'espace de quelques jours, ils s'adaptaient. Donc, en gros, l'industrie maritime disait que ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas très grave non plus. Et en fait, ce que disait ce chasseur, c'est que ce créneau, par exemple, de quelques jours, de 2 jours, c'est sa fenêtre de chasse. C'est l'opportunité pendant laquelle il peut chasser le beluga. Donc, peut-être que les belugas ensuite vont reprendre leur trajectoire migratoire, mais lui, cela a un impact sur son activité. Et donc, le fait qu'il y ait une modification, ne serait-ce que de 2 jours, cela n'est pas convenable pour les chasseurs. Johnny? Merci. Merci pour ces remarques, pour ces observations. Je voulais rebondir sur certaines questions qui ont été soulevées, notamment la question de l'industrie, le trafic maritime et comment cela a un impact sur les belugas, sur leur récolte à l'est de Beaufort. Il y a eu plus de 60 baleines, pardon, 60 sites, 60 baleines échouées. Avant, ça n'arrivait jamais. Et en fait, maintenant, alors parfois, les baleines, quand j'étais plus jeune, elles venaient dans les eaux moins profondes et on continuait à les récolter, mais alors on n'a pas de système de quotas. La population de belugas de l'Est, du Beaufort, fait l'objet d'une pêche commerciale. Donc la population, elle se maintient. Et je ne sais pas exactement comment les belugas se sont reconstitués depuis l'époque de la chasse à la baleine. À la fin du 19e siècle, j'ai entendu parler d'une affaire où ils avaient pêché plusieurs milliers de belugas.
Je ne sais pas comment les réserves se sont reconstituées. Moi, j'ai essayé d'étudier tout cela, c'était avant Internet, donc on étudiait dans les livres, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de données disponibles aujourd'hui. Et tout ceci a un effet négatif sur nous, sur les Inuits, parce qu'aujourd'hui, il y a des quotas partout. On ne peut plus chasser autant qu'on le souhaiterait. On n'a pas le choix. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Merci beaucoup, Johnny. Norman, je sais que vous avez levé la main, mais je souhaitais donner la possibilité à notre équipe de recherche de répondre à Johnny concernant cette question des belugas. Loïs, en fait, moi, je voulais aborder un autre point. Donc, je peux peut-être répondre sur la question des belugas. Alors, pour ce qui est du stock de la réserve de belugas, alors les réserves disponibles pendant les années 70, elles sont récoltées, elles reviennent. Maintenant, il y a plus des modifications qui sont liées au changement climatique, au changement d'alimentation. Mais pour revenir sur ce qu'a dit Johnny, c'est tout à fait vrai. Les stocks ne se sont pas effondrés dans cette partie-là de l'Arctique. Mais ce qu'a dit Stephen Longsdale, je n'en avais jamais entendu parler, notamment la question des normes et des seuils inuits. C'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, mais je pense que ça dit exactement ce dont on parle. Je trouve ça très intéressant. Ce que les gouvernements, ce que la science définit comme un seuil à partir duquel on déplace une population de baleines, eh bien, ce seuil-là, il ne serait pas forcément acceptable du point de vue des Inuits. Bon, je vais m'arrêter là. J'avais une autre remarque un peu plus générale, mais je vais m'arrêter là. Merci. Je souhaitais simplement parler des mesures que l'on pourrait utiliser pour protéger, gérer et protéger les différentes populations. On parle beaucoup de quotas, mais comme l'a dit Jenny, on n'a pas forcément besoin de quotas dans l'ouest de l'Arctique. Il y a tellement d'autres outils que l'on peut utiliser en local pour protéger les eaux, pour protéger les aires marines. Il n'y a pas de remède miracle au niveau national ou international. On parle beaucoup d'aires marines protégées et d'autres types de mesures de conservation. Mais ces mesures ne sont efficaces que si elles sont bien utilisées au niveau local. Les communautés sont celles qui peuvent prendre les décisions et décider quoi faire avec leurs eaux. Il s'agit pour elles de savoir quels sont les outils les plus adaptés. On a parlé d'une zone protégée pour le détroit de Lancaster, mais ce genre de mesure ne peut pas marcher partout. Il faut aussi tenir compte de l'impact local. On peut utiliser des mesures de conservation pour protéger les communautés du trafic maritime. Mais pour utiliser ces mesures, nous devons également et avant tout comprendre l'impact auquel les mammifères marins seront soumis. Genre, je vous encourage à jeter un œil au rapport car nous avons évalué plusieurs outils que, qui peuvent être utilisés par les communautés locales pour gérer leurs propres eaux. Donc, il n'y a pas de remède miracle, de solution universelle. Merci, Sam. Ce webinaire arrive à sa fin.
J'invite donc les détenteurs de savoir autochtone à nous faire part de toute remarque. Pour conclure, nous avons parlé de beaucoup de choses ces derniers mois, mais Timothée va peut-être nous parler de la participation des communautés locales. Merci, c'est Eva. Quand est-ce qu'il y aura des recherches? Est-ce que les communautés autochtones participent à vos recherches, surtout les Inuits? C'est ça la question que je souhaitais poser aux chercheurs. Et dans quelle mesure les connaissances inuites sont concernées? Je réponds brièvement. Dans le cadre de nos recherches, nous travaillons toujours en collaboration avec des gens d'Inuvialut sur le terrain. Nous ne collectons pas le savoir autochtone, mais nous avons de nombreuses conversations avec les autochtones, nous les écoutons et nous présentons nos résultats de recherche au conseil, au comité. Et il y a souvent certains éléments qu'il nous faut mettre en avant, ils nous le font savoir lorsque c'est le cas, par rapport à, leur savoir, autochtone, nous nous adaptons à ce dernier. Merci Bill. Ningula, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole de votre côté? Ma question est la suivante. Je souhaitais poser une question sur les orques. Quelqu'un parlait des orques? Est-ce que nous allons violer la législation si nous nous débarrassons des orques? Est-ce que nous pouvons le faire au niveau local? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser si on les considère comme une menace pour les espèces qui assurent notre sécurité alimentaire? Nous avons entendu parler des orques. Cela fait longtemps qu'on en entend parler, cela fait des millénaires que nous connaissons leur existence, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des changements et ça, on le remarque grâce au savoir qui est transmis de génération en génération. Est-ce qu'on peut les capturer? C'est une très bonne question. Est-ce que l'un de nos chercheurs peut y répondre? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je peux me documenter et vous en informer. Lisa, vous vous exprimez dans le canal anglais, malheureusement. Et Norman souhaite répondre à la question. Merci. Alors, je laisse la parole à Norman et puis à Timothée. Oui, je réponds à la question qui a été posée à Kimmerout. Alors, l'endroit où nous avons capturé, tué les orques, eh bien, en tout cas, c'était dans les années 70. Et
on avait entendu cet orque. On l'a vu, on l'a entendu dans le détroit de Kimberland et on a décidé d'agir. Et par conséquent, nous avons attendu que les glaces fondent dans le détroit de Lancaster. Nous avons attendu que les glaces fondent, que la glace fonde. En général, les glaces fondent plus tard, mais cette année-là, elle a fondu plus tôt. Et l'une de nos préoccupations, c'est qu'il y a des recherches dans ces régions. Donc, c'est c'est la baie Cumberland au Nunavut, et dans cette région, il y a des quotas qui sont définis de manière adaptée. Donc, il y a plusieurs communautés de pêche qui qui vivent autour du même point d'eau. Il y a toujours des quotas, des restrictions. Ce sont des thèmes qui existent, qui sont abordés depuis toujours. Et il y a des chercheurs, des biologistes qui viennent sur place. Il y en avait un particulier, il n'est pas revenu depuis longtemps, je pense qu'il est mort, mais nous n'avons pas entendu parler de remplaçants. Et dans la zone de Clearwater, on compte les belugas parce que dans cette région, c'est un endroit unique où les belugas donnent naissance à d'autres belugas. Voilà, telle est ma naissance. Bon, c'était quand même une question assez complexe, et puisque je pense que les Inuits doivent agir. Merci. Merci Norman. Maintenant, je me tourne vers Timothée ou Eva. Oui. Oui, quelques réflexions sur les espèces qui vivent dans nos océans. Lorsqu'on pense aux belugas et aux baleines boréales, on voit aussi des narvals. Je pense que ce sont les orques qui les tuent. Alors, quelquefois, on les voit, ils sont morts, on voit leurs carcasses, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ce sont bien évidemment des orques. Et donc, on a parlé d'itinéraires de navigation. On a parlé de protection des mammifères. Et il y a des barges qui vont jusqu'à Baker Lake puisqu'ils apportent, ils nous réapprovisionnent, ils nous apportent plusieurs matériaux. Donc ça, c'est c'est essentiel pour notre approvisionnement. Mais on voit de plus en plus d'espèces spécifiques qui viennent vers nous à cette époque de l'année, et lorsque ces espèces arrivent juste à nous, c'est à la période où l'on voit aussi des... Donc lorsqu'il y a cette période de réapprovisionnement, c'est là où on voit beaucoup de ces espèces à Baker Lake. Par conséquent, il serait vraiment bon
de mener des recherches dans notre région. Voilà ce que j'avais à dire et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Timothée, et je souhaitais également, vous dire que nous avons obtenu une réponse de Nariane. On, a parlé des noms des orques, du fait d'appeler les orques. Alors pour appeler les orques, il faut travailler avec le conseil régional des espèces sauvages et avec le conseil de gestion des espèces sauvages du Nunavut et le groupe de gestion de pêcherie. C'est une conversation qui est, alors ça c'était pas pour appeler, mais pour abattre les orques. C'est une conversation très intéressante. Est-ce que Norman souhaiterait rajouter quelque chose? À vous. J'invite Akigo à nous faire part de ses remarques de conclusion et qui va également nous dire une prière. Nous allons conclure par une prière pour pouvoir redynamiser notre esprit. Seigneur Jésus, je te prie de nous aider tout au long de la journée, dans notre quotidien. Tu nous as aidés aujourd'hui en nous autorisant à interagir les uns avec les autres et lorsque nous regardons le monde et que nous voyons tous les problèmes qui l'envahissent, nous te demandons de nous donner des conseils, de nous guider. Tu nous guideras à l'avenir, tu nous as aidés aujourd'hui car tu nous as permis d'avoir une conversation ouverte avec des interprètes très utiles, des intervenants prêts à écouter nos préoccupations et je te remercie et je remercie tous ceux qui ont participé. Au nom de Jésus, merci. Amen. Merci beaucoup. Et ce webinaire sur la population de baleines touche à sa fin. Il a été enregistré, les vidéos vont être publiées sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à jeter un œil sur le site web et les réseaux sociaux de Savoir Polaire pour savoir quand ces vidéos seront publiées et quand auront lieu les futurs webinaires. Je remercie tous les participants, le public, les scientifiques, les détenteurs de savoir autochtones. J'espère que c'est le début d'une discussion qui s'amorce. Et je remercie tout particulièrement nos interprètes qui nous ont permis de communiquer. Merci à tous et à toutes qui ont assisté au webinaire aujourd'hui. Bonne journée et à bientôt. Merci.